Bonjour Brigitte. Bonjour Lilou, ravie d'être avec toi aujourd'hui. Oh, mais de même, quel bonheur de pouvoir faire cette interview, je sens qu'on va s'amuser. Oui, oui. On est d'accord que les esprits aiment s'amuser quand même. Ah, les esprits adorent s'amuser. Ouais. S'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bons esprits. Ça, c'est vraiment la priorité. Alors, ton livre vient de sortir aux éditions Mama, une édition que j'adore parce que je trouve qu'il y a vraiment un esprit particulier chez Mama qui fait que ce que vous transmettez à travers vos livres est une vraie expérience. On est avec vous dans ce que vous vivez, on sent qu'on reçoit une expérience en fait qui nous est transmise et donc on le vit à travers vous. Donc merci d'avoir ouvert aussi bien une porte sur ta vie, une porte vers l'invisible même, parce que c'est quand même le sujet de cette interview qui va nous amener au-delà du miroir. On va plonger avec toi dans l'invisible. Je sens que je vais me régaler et que tous les co-créateurs qui vont regarder cette vidéo vont se régaler. Donc ton livre c'est Ciel blanc, ciel noir, on va en parler, on va parler de ton expérience en Mongolie, en Sibérie, on va dire au sens large du terme, mais vraiment comment tu es devenu chaman, comment tu as été reconnu chaman, et surtout tout ce qui se passe lors de ces cérémonies finalement, est-ce que les esprits nous invitent en ce moment, même de manière plus générale, à nous-mêmes vivre et libérer pour participer à ce changement et cette transformation que la Terre connaît. Je suppose que j'aurais voulu parler, bon, bien sûr, au sens large du chamanisme, et comment tu vois le chamanisme pour commencer cette interview, parce que j'entends qu'on est chaman. Oui. Donc on est chaman dès la naissance finalement, il y a un moment. Disons que le chaman, il a cette prédisposition de pouvoir s'aventurer dans les mondes subtils de façon un peu naturelle, je dirais. Ce qui remet absolument pas en cause les pratiques chamaniques, mais c'est quand même un don qui est donné. Donc moi, avant même d'avoir trouvé cette forme du chamanisme, j'avais déjà cette possibilité. Ouais. Après, on l'affine parce qu'au cours d'une cérémonie, on va dire que cette sensation, elle est amplifiée. C'est comme si quelque part tu allais plus loin dans le voyage et que tu avais accès à des mondes, j'allais dire, de plus en plus subtils en quelque sorte. C'est croustillant tout ça, j'adore. On va plonger, mais je vais me régaler là, aller avec toi à la rencontre de ces esprits dans cette interview en tous les cas. Je dois dire, avant même de commencer l'interview, que juste avant, en préparation de l'interview, j'ai senti qu'il se passait déjà des choses. Et c'est pas toutes les interviews qui me font ça, donc c'est comme si avant même, j'étais moi-même initiée à pouvoir faire cette interview, j'avais l'impression, et d'ailleurs j'ai sollicité les esprits de la nature pour m'accompagner pour cette interview, parce que je trouve Lilou, on est plusieurs là. Hein. Ah ouais, on est combien? J'ai fait une petite méditation avant avec France Gauthier. Tu sais que je fais partie de son groupe qui est formidable et je sais que tu vas faire un cahier avec elle. Défi des Là, je te remercie parce que c'est vraiment grâce à toi que je l'ai rencontrée. Et cette méditation a fait venir vraiment plein de monde. Bon. Alors, je remercie tous ceux qui sont là. Moi aussi, d'ailleurs. Alors, dis-nous, donc, le rôle, parce que j'entends beaucoup à travers ton livre et quand on t'entend parler sur le chamanisme, on parle de réparation. Oui. Alors, ça fait bizarre le mot parce qu'on a l'impression qu'il y a comme s'il y avait quelque chose de cassé qu'on allait soigner. Pourquoi ce mot revient? Alors, est-ce que c'est particulier au chamanisme mongol? Le mot réparation, c'est vrai qu'il est propre au chamanisme mongol. C'est comme si quelque part on allait apporter un surcroît d'énergie ou enlever ce qui est en trop, en quelque sorte rendre lisse ce qui demeure quelque part à être réparé. Et ça, c'est l'énergie qui va le faire. Ce sont les esprits qui vont venir à nous et qui, dans leur spécificité, vont trouver le moyen, je dirais, de remailler les choses de façon très subtile pour enlever tout ce qui est de l'ordre de la blessure ou de l'accident. Oui. Donc on est d'accord, ça part quand même du constat qu'on s'incarne sur Terre, que nous sommes une âme et que l'on vit certaines expériences. Donc on vient déjà un peu, pas cassé, mais on vient déjà avec des choses... Oui, on a un passé. Un passé oui. Qui nous limite notre potentiel finalement. C'est pas qui limite notre potentiel, mais il détermine certaines formes d'expérience, je dirais, avant tout. Donc, tout ce qu'on apprend, on l'a pas appris, mais c'est pour notre évolution. Et je dirais, moi, je le vois un peu comme des lignes trajectoires. Donc, ta ligne n'est pas la mienne, mais à un moment, tout le monde va converger vers le même endroit. Et en fait, le but, c'est quand même toujours le retour à la source. Oui. Et les esprits alliés sont vraiment là pour nous aider. Alors, ce qu'on comprend quand même dans ton livre, c'est qu'il y a donc ce ciel blanc
hein, qui correspond à des esprits qui ont envie d'aider, ce ciel noir qui sont, on va dire, plus des esprits un peu plus résistants sur le changement. Un peu plus retors, je dirais. C'est-à-dire que ce sont des esprits beaucoup plus personnels ou autonomes qui n'ont pas forcément sondé cette envie de venir en aide. Mais si on les sollicite et si un chaman est suffisamment persuasif, il peut le convaincre d'intervenir. C'est ça l'intérêt. Mais c'est absolument pas manichéen. Ouais. Faut surtout pas penser que le blanc c'est le bien, le noir c'est le mal. D'ailleurs, Inketuya, ma chamane qui m'a initiée, elle nous met très très vite en place quand on revient avec nos critères judéo-chrétiens qui nous amènent toujours à séparer les choses. Ouais. C'est une seule même chose. Deux ciels pour un seul même ciel. Ouais. Dans ce noir, il y a la lumière. C'est ça. Je veux dire, tu as dû toi-même guérir certains aspects de tes ombres, je suppose, pour pouvoir être OK de les appeler et aussi de les faire repartir, parce que d'après ce que je comprends, c'est pas juste les appeler, c'est aussi les faire repartir. Donc tu as dû être à l'aise quand même avec ça. Beaucoup d'entre nous, on n'est pas très à l'aise à être dans cette ombre, à naviguer avec ces esprits qui sont... Mais c'est-à-dire, ombre, moi j'aime bien cette part d'inconnu. Donc j'ai jamais vu ça comme une part d'ombre, mais comme une part d'invisible. Et comme tout un chacun qui a des amis, je dirais, dans l'invisible ou dans le visible, tu as des amis avec des caractères plus ou moins différents. Et tu as certainement des amis aussi avec des caractères difficiles. Ouais. Et les esprits, c'est pareil. C'est-à-dire, tu vas accueillir des gens qui sont, on va dire, dans le fun, qui sont joyeux, qui sont prêts à coopérer. Et puis, tu vas avoir des esprits beaucoup plus retors, beaucoup plus fermés, mais que tu vas avoir plaisir à apprivoiser pour que justement, on arrive à tisser un lien ténu et profond. Ouais. Donc, tout est possible. Il y a vraiment des spécificités d'esprit dans toute leur diversité. Et certains qui sont du ciel noir sont très attachés à moi. Et pour moi, si tu veux, je ne fais pas de séparation entre ceux du ciel blanc et ceux du ciel noir. Ils ont tous leurs fonctions. Et tu n'as pas... je veux dire, mis à part l'initiation et cette rencontre avec cette chamane mongole qui t'a reconnu comme chamane, et qu'est-ce que toi tu as dû alléger, libérer, tu vois, même dans ta personne, je veux dire, avec ton vécu, pour permettre d'être cette chamane maintenant qui fait ses soins, qui libère, qui guérit? Alors c'est intéressant parce qu'on te met vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire tu arrives en Mongolie, elle te reconnaît chamane, elle fait quand même une cérémonie pour avoir confirmation même si elle a son idée, et on te met un tambour dans les mains, ta maillotche, on te fait le costume en 3 jours, on t'habille, on te met le masque, on te trouve un touchi, c'est-à-dire un teneur qui va te tenir pour pas que tu te blesses dans l'ovo du cercle de cérémonie. Une personne. Voilà, une personne, et on dit, bah vas-y, frappe du tambour. Voilà. Et à partir de là, donc la première cérémonie, c'est toujours très très émouvant. Moi, je me souviens avoir vu une corde déjà, une vieille mère au bout, un cheval blanc avec un cavalet blanc qui m'entraînait. Et d'un seul coup, tu te poses plus la question. C'est comme quand tu prends le train, tu as le paysage, tu as l'amplification des sensations et tu commences à faire des rencontres. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont toujours les esprits qui choisissent de venir à toi. C'est pas l'inverse. C'est-à-dire que il n'y a pas cette « oh, je vais rencontrer des esprits ». C'est pas ça. C'est-à-dire tu as plutôt une disponibilité, un sens de l'accueil qui fait que tu vas être aussi tranquille que possible, aussi confiant que possible pour pouvoir justement les accueillir, non pas avec ta tête, mais avec ton cœur. Et tu comprends vraiment que là, la conscience, elle est extra-neuronale. Alors ça ferait beaucoup plaisir à Nassim, Nassim parce que ça, tu le vis vraiment, quoi. Nassim, encore un que j'ai découvert grâce à toi, Lia. C'est passionnant, les travaux de Nassim. Oui. 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 Et ce qui est impressionnant, moi, là, je trouve, c'est que tu nous parles de cette expérience et je veux dire, à travers le partage de ce genre d'expérience, on arrive à le vivre à travers toi, tu vois, comme quelqu'un qui va faire une expérience de mort imminente. Et dans le coup, ça met des mots et même, il y a une énergie qui est partagée, je trouve, qui valide et qui ouvre la porte du possible, en fait, pour d'autres personnes. Même si nous, on n'est pas invités à être chaman, c'est quand même génial, ce partage d'expérience.
Bah justement, j'ai voulu que dans ce livre qu'on ressente dans mes mots, qu'on vive à travers mes mots l'expérience telle que je l'ai vécue. Ça a été toute la difficulté. C'est pour ça que j'ai pris le parti déjà d'écrire des chapitres courts, pour que vraiment les gens puissent se resituer dans mon expérience et que ça les encourage eux-mêmes à plonger dans l'invisible, je dirais. Ouais. Pour toi, donc, on a commencé cette interview en disant que tu étais, on est chaman. Et par Oui, contre, ce qu'on découvre quand même dans ton parcours, c'est que ton héritage ou ton grand-père potentiellement oui, peut-être l'était, ou en tous les cas, on peut se dire, est-ce que nous, notre génération finalement, on ne serait pas en train de vivre des dons, des prédispositions que nos ancêtres n'ont pas vécu et l'ont peut-être même mal vécu jusqu'à la maladie finalement parce qu'ils n'acceptaient pas ces dons-là. c'est ça, bien sûr. On appartient à une lignée. Et Inketuya va même plus loin. Elle dit que le chamanisme maintenant dépasse l'aspect culturel et qu'il peut naître des chamans n'importe où sur la terre. Peut-être t'as enfanté une petite chamane, tu sais pas. Ouais, Et donc, on n'est plus dans cet aspect. Si, bien sûr, l'aspect traditionnel perdure, mais elle me dit, quand tu reviens en France, tu l'adaptes à ta façon, avec tes outils aussi d'occidental. Tu vois, rien n'est figé. Et là, je pense qu'il y a une réelle évolution, il y a une réelle ouverture de conscience par rapport vraiment à ce nouveau monde qui vient et qui nous sollicite dans cette perception de l'invisible, avec tous ces esprits alliés qui sont prêts aussi à nous accoucher et à nous aider pour que cette terre, eh bien, elle s'ajuste à cette nouvelle vibration universelle. ouais. Quand tu as rencontré, on va dire ta sœur, parce que je pense que c'est pas pour Oui. toi un maître ou un gourou, c'est quelqu'un qui est de la même famille, on va dire, qui t'a J'aime bien reconnu. dire ma sœur, ouais. Je l'ai ressenti comme ça dans mon Ouais, cœur. ouais. Oui, Et donc, je veux dire, parce que on a l'impression, et on entend de plus en plus de personnes qui sont initiées par des Mongols chamans, donc oui, on peut se demander, c'est rapide le truc, enfin, ils reconnaissent, hop, est-ce qu'ils n'ont pas une telle envie? On peut se demander, hein, d'une manière un peu peut-être négative, mais ils n'ont pas une telle envie d'être présents, de partager leur savoir, qu'ils vont pas un peu trop vite dans le processus et ils reconnaissent plein de personnes. Et je veux dire, comment déterminer en face que la personne qui nous nomme chaman oui. est une vraie chamane et non pas c'est notre ego qui a envie d'être chaman et qui dans le coup accepte cette invitation et boum, on y va. Tu vois ce que je veux Alors, dire? C'est parce qu'il y en a qui utilisent ça quand même. soyons clairs, il y a de plus en plus de chamans malhonnêtes. Il y a même du tourisme chamanique où on emmène des gens, justement, mais ça doit exister au Pérou, ça doit exister en Amazonie, ça doit exister partout. Et là, c'est vrai qu'il faut faire preuve de discernement. Ouais. Alors, bon, Nketuya est une chamane internationalement connue. Et en fait, je dirais, elle m'a rien appris, si ce n'est qu'elle m'a mis sur l'autoroute, comme elle dit. Comme elle dit, les esprits t'enseigneront. C'est-à-dire que cette faculté de percevoir l'invisible, c'est quelque chose que j'avais déjà. Mais j'ai bénéficié de son expérience pour avoir, je dirais, une expérience amplifiée et beaucoup plus large et pouvoir discerner davantage quels sont mes guides. Mais ce que tu soulèves, c'est tout à fait juste. C'est pour ça que, par exemple, des gens me contactent et me disent, moi, j'aimerais aller en Mongolie. Mais moi, j'ai pas envie d'emmener des cartes de japonais où là, je pourrais vraiment tirer bénéfice, argent, et quelque part, je serais vraiment pas à l'aise avec ma conscience. Mais c'est vrai, ce que tu dis existe absolument. Ouais. Donc comment toi tu arrives, je veux dire que ça soit avec le succès, pareil, un chaman ou un guérisseur ou quelqu'un qui est thérapeute autre, comment gérer ce succès, comment rester intègre, comment, quelle est ta ligne directrice, je veux dire comment rester... Déjà, je dis pas toujours oui quand on me demande un soin. Et ça peut surprendre aussi les gens. Et il m'arrive parfois, même souvent, de les renvoyer à eux-mêmes en disant que c'est pas de mon ressort. Donc, je pense que ça demande déjà une certaine honnêteté avec sa conscience, avant tout. Bon, on peut se tromper parce on est humain, mais le baromètre, c'est vraiment s'interroger dans son cœur et se dire, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi? Parce qu'il peut y avoir parfois des sollicitations qui sont aussi complètement à côté de la plaque, quoi. Donc, il faut savoir le dire avec une certaine souplesse, mais aussi laisser à l'autre une possibilité de rebondir peut-être dans une autre pratique. Parce qu'il n'y a pas que le chamanisme en soi. Et, euh, et parfois, ça surprend les gens de les renvoyer à eux-mêmes, mais euh, on n'est pas dans la sorcellerie, on n'est pas dans la magie,
Parce que c'est intéressant ce que tu soulèves, parce que bien souvent, les gens assimilent le chamanisme au pouvoir, c'est-à-dire obtenir quelque chose. Alors que fondamentalement, ce qui est le plus important, c'est cette reliance à la source et de se trouver bien aligné, je dirais. Et après, bon, les choses, je dirais naturellement. Mais l'enjeu de pouvoir, quand les gens viennent avec vraiment un souci de pouvoir, c'est là où je commence à mettre Ouais. un veto. Alors toi, tu as cette prédisposition, on va dire, à rapidement tomber en transe. La transe fait partie quand même du Alors, chamanisme. Il y a un moment où on bascule, comme tu nous voilà. expliques. Le mot est jeté, le mot trans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Mongolie, le mot trans, il n'existe pas. D'accord. On parle de bourg, on parle de descente, d'incorporation. Tu vois. Ouais. Et là aussi, par rapport à l'idée des Occidentaux, où tu as l'impression que la gesticulation, c'est garant du rituel, de la transe qui va faire que le rituel est réussi. Pas du tout. Tu peux avoir des transes tout à fait silencieuses. Mais les Occidentaux ont l'impression que si c'est démonstratif, c'est forcément OK. Mais c'est pas vrai. En tous les cas, tel que je l'ai vécu, ça s'est pas vécu comme ça en Mongolie. Et en fait, Enketuya insiste beaucoup sur le fait d'être toujours maître, en quelque sorte, de sa transe. Parce que si tu veux rapporter des informations intactes à celui qui te demande de l'aide, il faut que tu sois quelque part conscient de ce que tu vas rapporter. Parce que si tu es vraiment dans un état d'inconscience, bon, ben, en quelque sorte, tu ne sers à rien, quoi. Mais ça aussi, ça s'apprend, quoi. Parce que des fois, tu peux avoir vraiment des grandes vagues d'énergie, des choses qui t'entraînent, surtout dans un cercle de cérémonie, où moi, j'ai vu 50 personnes, 50 Américains qui étaient venus dans le grand ovo du lac Cool School et ne faire la cérémonie que pour un seul. Parce qu'on m'attirait vers lui, on m'attirait vers lui, on m'attirait vers lui. Et à l'époque, c'était mon amie Anne qui me tenait donc en guise de touchy. Et je m'approchais tellement de lui qu'elle avait peur quelque part que je le blesse. Et le mari de la chamane, qui était très confiant et qui est toujours très optimiste, il disait non, non, laisse-la aller. Et en fin de compte, je regarde vraiment beaucoup d'émotions parce que ça a été une cérémonie unique où je faisais cette cérémonie que pour ce Georges, mais il fallait que je le fasse. Et ça reste des moments uniques d'émotion. Ouais. Donc en même temps, je suppose qu'il y a les esprits qui te guident, mais il y a toi aussi, ton propre esprit, ta propre âme qui est là, finalement. Bien sûr, elle est là, si tu veux, dans une participation, je dirais, dans une aspiration plus que dans une intention. Parce qu'en fait, l'intention, elle va naître au fil du voyage. Les esprits, c'est comme s'ils ils vont semer des signes pour que je puisse quelque part faire un geste plutôt qu'un autre, après dispenser la parole plutôt qu'une autre, parce que après, en fait, les gens viennent à toi et moi, dans Remplir Audience, je vais lui dire donc les informations qu'on m'a rapportées pour lui. Mais le chaman reste un intermédiaire, ça c'est important. Hmm. Et parlons du touchy, parce que ça fait 2 fois que tu en parles et c'est très intéressant, je ne connaissais pas. Tout Oui. comme il y a beaucoup de choses que j'apprends d'ailleurs sur le chamanisme grâce à toi, parce que pourtant je me suis intéressée sur le sujet, mais là j'avoue que ça va beaucoup plus en profondeur et les détails sont croustillants, tant sur les rituels que sur la manière dont on s'habille, que le port du masque, etc. Et on va en parler, je suppose que chaque chamanisme est différent, mais là, le touchy, donc c'est quelqu'un qui... J'entends, c'est comme si quelqu'un presque qui tenait une corde qui est à terre et qui tient la corde et le autour ballon. de ton costume, tu as, une espèce une petite corde de tissu. Et lui, donc, il te tient derrière sans te retenir. Tu vois, c'est tout l'art du chaman. Un peu quand il doit quelque part te tenir mais te laisser aller en même temps. Donc, il faut un touchy qui soit complètement à l'écoute de ton expérience pour aussi pour voir si par exemple tu tombes par terre, ce qui arrive parce que tu es épuisé, et tu peux demander lait, bonbons, vodka, cigarette, et alors à ce moment-là, il t'apporte ça et tu repars. Donc le touchy, il doit vraiment, c'est comme un second toi-même, il doit vraiment être à l'écoute de toi et de tes besoins. Ce qui est un exercice très très difficile. Ouais. Et donc, je suppose qu'en fonction des cérémonies, le touchy change, ou toi, t'es les Alors, lieux ou... moi j'ai très vite eu le mien, donc qui s'appelle Gundale, qui était un garçon qui était à peine sorti de l'enfance. D'ailleurs, j'en parle dans le livre. Très, très rondelet, dans une grande innocence, mais dans une grande bienveillance et une grande envie de bien faire.
Et je savais que lui, c'était mon touchi. Alors maintenant, il a grandi, c'est un jeune homme, mais je tiens toujours à ce que ça soit mon Ouais. touchi. Et donc, parce que les cérémonies peuvent durer très longtemps. Le temps n'existe pas, on est d'accord. On oublie complètement le temps. Et donc, tu parlais d'épuisement tout à l'heure. Donc, à un moment, tu peux te sentir épuisé. Et comme un boost, en fait, le touchy peut être là aussi pour te donner ce boost. Jusqu'à de la vodka. C'est ça. On n'est C'est pas ça. loin de la Russie, là, quand même. On est au nord de la C'est ça. Mongolie. On est pratiquement à la frontière russe. Et donc, la vodka Vodka! mongole, c'est ça. Absolument. Donc, tu reprends toc et tu repars. Complètement. Ouais. Mais Ouais. des fois, ça peut être des bonbons, du lait, comme tu disais. C'est pas des Bonbons, offrandes, mais lait, c'est quoi? cigarette, C'est pour tout, c'est pour ton corps, là. c'est pour ton corps. Oui. Comme si quelque part, parce que ça va quand même puiser dans tes ressources. Et comme si, comme tu prendrais un morceau de sucre en quelque sorte. Parce qu'il y a quelque chose quand même de physique à tourner dans l'ovo avec ton tambour en même temps. Dans cet état modifié de conscience, tu oublies le poids de ton tambour, mais néanmoins, tu joues de la maillotche, Ouais. quoi. Ouais. Voilà. Ouais. L'ovo, c'est comme une piste, c'est circulaire. Au milieu, tu as un feu. Et puis autour, tu as toutes les intentions avec des radaques de couleurs. Ouais, il y a d'ailleurs des belles photos que tu partages avec nous dans ton livre. Je sais pas si Voilà. je peux trouver celle entre les lacs et les Voilà. Mongols. Là, c'est le jour du Nadam de leur fête. Voilà. Moi, Ketuya. Donc, en parlant de ta tenue, ce que je trouve intéressant, c'est cette histoire de masque. Oui, Donc, on commence par les chaussons, mais la tenue, on finit par le masque et le tambour. c'est ça. On commence par les chaussons de peau. Tout à fait. Pourquoi? On t'assoit, on va de bas en haut toujours, et on finit par le masque. Et comme je dis, le masque, c'est toujours un masque pour mieux voir, parce que quand tu as le masque, tu sais que tu vas basculer dans l'invisible. Et là, donc, on te met debout, on te met ton tambour dans les mains. Avant, ton touchi, il l'a chauffé pour que la peau, elle soit suffisamment tendue pour que tu puisses jouer. Et puis là, bon, peut-être avant, on a joué un peu de guimbarde voilà, pour chauffer l'atmosphère en quelque sorte. Et puis la cérémonie commence. On utilise les plantes avant ou pendant? On utilise du genévrier, donc on brûle. C'est pas du tout comment ça s'appelle, de la sauge. C'est du genévrier en Mongolie. D'accord. Et au fil de la cérémonie, on t'asperge aussi de lait et on te fait aussi fumer du genévrier autour de toi. Ouais. Mais ça vient de la... Le Ça vient de genévrier. Sibérie, ça. Ça vient pas de chez nous, ça. Alors justement, c'est ce qui est beau, c'est que par exemple le fils de la chamane chevauche dans la taïga pour aller chercher justement le genévrier de la taïga. Ouais. Jusqu'aux objets de rituels qui sont transmis à toi. Là aussi, Oui, c'est ça. pas que tu les fabriques ou que tu les achètes. Ou tu pourrais les fabriquer, mais en tout cas, tu les achètes pas. C'est-à-dire que le tambour, je l'ai acheté, mais je l'achète comme un don, mais tous les objets rituels m'ont été donnés. C'est-à-dire que par exemple, j'ai un bâton de soin qui m'a été donné. Donc tous les objets du rituel te sont donnés en quelque sorte à propos, au moment où c'est soufflé à Inketuya. Tu l'as lu sans doute dans mon livre, quand j'ai été en février et qu'il faisait Moins 40. moins 40, un matin, donc j'ai senti que mon esprit maître, parce qu'on parle d'esprit maître, hein, on parle pas d'esprit totem. En Mongolie, ça n'existe pas. Ça, c'est du côté des Amérindiens. Est venu à moi et que j'ai senti que c'était un esprit qui venait de Bouriassi et qui était, parce que les visions étaient très claires, qui était du côté du lac Baïkal. Le matin même, dans une synchronicité, Enketuya m'a offert un magnifique casque Bouriat. Et tu vois, ça, c'est histoire sans parole, quoi. Bah, tu te retrouves avec le casque, bon, voilà, quoi. C'est la magie de l'initiation, vraiment. Ouais. Ouais. Et le rôle de cet esprit maître, Oui. et lequel pour toi par rapport à d'autres esprits qui sont là? Bah, on va dire que c'est en quelque sorte le premier de cordée. Ah, ouais. Et puis, pour moi, ça, c'est de l'ordre de l'occulte, mais il s'est déjà matérialisé. Je sais où il est. Enfin, je sais qu'il est près de moi, vraiment. Hmm. Les autres sont beaucoup plus en aller-retour. Mais lui, c'est une sorte de clé de voûte. C'est comme s'il avait décidé vraiment de s'attacher à moi, je dirais. Hmm. On parle pas de réincarnation. Non, on ne parle pas de réincarnation.
On parle pas de quelqu'un qui est par exemple décédé, qui vient à toi et que tu la réincarnation de ce maître-là maintenant, comme en bouddhisme, Euh, hein. Ce que je sais, c'est que le Bourriate était un chaman défunt déjà. Donc, il a eu la possibilité avec cette conscience de se relier à moi. Voilà. Mais moi, dans mes résurgences de mémoire, j'ai eu 2 résurgences de mémoire qui n'ont pas forcément à voir avec le chamanisme. J'ai eu une résurgence où j'ai été moine bouddhiste, ça j'en suis certaine, et puis une résurgence d'une mémoire beaucoup plus passionnelle où là je vivais à Prague, mais qui avait plutôt à voir avec des choses créatives, mais pas forcément avec des choses spirituelles. Hmm. Voilà, pour vite dire. Ouais, ouais. Non, mais c'est absolument passionnant. Et donc, dans ces, on va dire que ils sont au nombre de combien ces esprits? Parce que donc t'as les Non, esprits, t'as le ciel noir, le ciel blanc, t'as les oui. esprits, plein d'esprits. Je veux dire, ils sont combien à chaque fois? Alors ils arrivent à propos. Ils viennent pas tous en même temps. Et j'en ai certains que j'adore, par exemple, comme le cobra blanc, qui lui a ce pouvoir vraiment dans un élan d'un souffle vital, vraiment de nettoyer certaines scories. Et souvent, je le préconise dans les soins parce qu'il est toujours là pour les travaux de nettoyage. Il y en a qui sont beaucoup plus pour couper certains liens, comme celui que j'appelle le viking, Oui. qui fait cut. T'as le loup. Alors, la première cérémonie aussi, j'avais un loup blanc et un loup noir qui m'accompagnaient, qui me donnaient le sens de la marche. Le loup, il est vraiment là aussi, mais lui, il lèche les blessures. C'est encore une autre manière de réparer. T'as l'ours qui donne l'élan, qui donne vraiment tu vois. Chacun a sa spécificité au niveau de son intervention. Et ça, c'est passionnant. Et tu sais jamais qui va venir puisque ce sont eux qui choisissent de venir à toi. Et là, tu as aussi, dans l'ascension, tu vois, l'esprit de la corde, c'est-à-dire la corde qui te permet de passer d'un plan subtil à un autre. Tu as des choses qui peuvent paraître beaucoup plus abstraites, mais qui sont néanmoins présentes. Et tu as des esprits aussi défunts, mais ça n'arrive pas toujours. C'est pas la majorité pour moi de mes esprits qui me viennent vraiment en aide. Et Donc, quand tu dis, quand tu as cette sensation de monter, parce que tout à l'heure tu parlais de descendre et et là tu parles d'ascension, donc tu oui. montes. Comment, je veux dire, plus tu montes sur des plans plus subtils, tu montes en vibration, Alors tu justement, rencontres je ne d'autres sais pas si types. tu as remarqué, dans mon livre, je pose toujours cette question, quel est le point le plus haut du ciel? Oui. Et pour moi, ça, c'est poser une intention, tu vois. Avec cette intention, j'indique la direction. Et à partir de là, Waouh. je chemine, tu vois. Mais le monde d'en bas aussi peut être intéressant, hein, je dirais. Mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup eu cette obsession, et je l'ai encore, de dire quel est le point le plus haut du ciel. Et pour moi, c'est cette espèce de phrase guide qui me permet vraiment d'ascensionner. Ouais. Et là, de rencontrer du monde. Tu as des présences angéliques aussi qui sont tout à fait touchantes, quoi. C'est Qui viennent à quel moment, pourquoi? Alors, soit elles viennent parce que tu arrives à un certain plan subtil où tu peux les recevoir. D'ailleurs, suite à ça, on en parlera peut-être, mais j'ai canalisé un ouvrage qui s'appelle Le Journal de l'Invisible, qui paraîtra aussi en même temps que mon oracle en novembre, chez Mama toujours. Et ils sont là pour te donner des informations, pour faire du lien avec toi. Il n'y a pas forcément de raison particulière. Bon, il y a cette relation de mise en aide avec quelqu'un qui vient à toi, s'il te le demande, mais ça peut être aussi tout à fait de l'ordre de la rencontre, où quelque part, vibratoirement, tu vas avoir cette possibilité de rentrer en connexion avec l'entité, je dirais. Parce que c'est le moment. Il n'y a pas toujours de... Pourquoi quand on rencontre des gens? Non, mais c'est ça, il y a un timing quand même, non? C'est-à-dire que comme tu dis, des fois tu dis non à un soin et peut-être que des fois il y a un esprit qui approche et tu dis non. Où je dis, genre, pourquoi tu viens me voir? Mais, mais des fois, les gens, l'esprit, tu vois, je dis les gens, l'esprit peut s'écarter de lui-même, quoi. Oui. Mais c'est comme de l'ordre de la rencontre, c'est-à-dire que dans ta vie, à des moments, tu vas rencontrer quelqu'un parce que c'est le bon moment. Et au fond, c'est vibratoire, quoi, au moment où tu rencontres l'autre. Et dans l'invisible, j'aimerais que les gens sachent que le visible ou l'invisible, c'est le même combat, quoi.
C'est la même chose, quoi. C'est du même ordre, tu Ouais. vois. Ouais. Tu dis même que finalement la situation actuelle de Covid et autres se passe également dans l'invisible Oui, également. oui, il y a des Il y a un frictions. miroir. Mm. Il y a des frictions entre le ciel blanc et le ciel noir. Mm. Mais pour moi, cette poussée, par exemple, d'ombre sur la Terre, elle est vraiment pour révéler tout ce qui doit sortir pour amener ce monde nouveau. Mm. En soi, j'ai cette certitude que le monde nouveau, je dirais, il est à portée d'étoile. Il est là, quoi. Mais forcément, cette mise en lumière va faire ressurgir l'ombre de façon accentuée. Le rôle des chamans devient de plus en plus important. Oui, de plus en plus important, bien sûr. Parce que justement, dans ce rôle d'intermédiaire, on a un rôle d'accouchement. Et ça, c'est très, très important d'accompagner justement ce nouveau monde qui vient. Mais je pense que c'est important aussi dans notre rôle de dédramatiser les choses. Parce que c'est vrai que les informations amplifient, on nous montre vraiment des choses terribles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment pour accueillir. Et de toute façon, on ne peut qu'accompagner le mouvement, ou alors on disparaîtra. Oui. Il faut avoir conscience que quelque part, on est des accoucheurs de ce nouveau monde. Tu en fais partie, toi aussi, dans ce que tu transmets, justement, à travers tous ces interviews et tous ces gens qui viennent à toi. Merci. C'est vraiment. Et la génération de ta fille, ça sera encore autre chose. Il y aura déjà des acquis, je pense. Et par exemple, mon prochain livre, moi, je l'ai dédié à Maxime, qui pour moi est un enfant arc-en-ciel. Et lui, il est né avec cette faculté, justement, sans avoir appris. Il a une sensibilité déjà qui vient d'ailleurs. Mm. Je pense que les enfants de cette génération à venir, eh bien, ils auront déjà des outils que nous, on n'avait pas forcément. On a dû plus ou moins travailler. Que représente pour toi l'arc-en-ciel? Il y a cette belle photo avec un arc-en-ciel au-dessus d'une tente mongole. Pour moi, c'est l'unité universelle dans tout son déploiement. C'est-à-dire que toute cette complexité du monde, à un moment, elle s'harmonise. Mm. Toutes ces couleurs. Rêver la vie en couleurs. Mais c'est vrai que c'est important, l'harmonie des couleurs. Parce que l'harmonie des couleurs, c'est à chaque fois, c'est une vibration différente. Et il y a une possibilité de réunification et d'unité Tu, dans tu, tu l'arc-en-ciel. vois des couleurs quand tu es dans cette transe Oui, oui, des dominantes. Oui. Alors le bleu est très présent parce que le bleu, c'est vraiment la couleur des chamans. Et c'est aussi la couleur du ciel, c'est la couleur de l'ascension pour moi. Et c'est une couleur qui me prend beaucoup. En fait, il y a 5 couleurs. Il y a le bleu, il y a le vert, qui est la couleur du soin et qui est la couleur aussi de la nature. Il y a le jaune, qui est la couleur de la lumière, du soleil. Il y a le blanc, qui est la couleur de l'esprit. Et qu'il y a le rouge, qu'on utilise très peu parce que on l'assimile beaucoup à des actes de sorcellerie, beaucoup plus. Bon. Donc on évite les radacs rouges, enfin on les tient un peu à l'écart. Mais le bleu, le jaune, le vert, le blanc, c'est une grande dominante dans le cercle de cérémonie. tu veux dire dans l'habit, dans les drapeaux, les tissus qui sont Voilà. mis dans le... Si tu veux, autour du cercle de cérémonie, on va suspendre plein de petits radacs de drapeaux de couleur qui sont autant d'intentions et qui font référence aux esprits. Hmm. Ouais. Et je pense que tu aimerais aller en Mongolie. Ah bah, oh là 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 là, bien sûr, sauf que voilà, les conditions font que je vais voyager différemment. Toi-même, ça fait un moment que tu n'as pas été en Mongolie et c'est vrai que... Depuis 2019. Ouais. Oui. Donc, Et j'espère y retourner ouais. Et rapidement. c'est un petit peu compliqué d'y aller avec toutes les exigences sanitaires et autres, mais C'est je suis ça. sûre qu'on sera guidé de voyager différemment. Mais si on doit y aller, on ira. Ouais, exactement. Oui. Tu le fais à distance. Je le fais à distance. Je peux aller au lac Kouskol si je veux, là tout de suite, rencontrer une Ketouya. Et les moyens modernes veulent que quand elle est dans une ville, je peux aussi la joindre avec Messenger. Ça, c'est formidable. Peut-être un jour, tu intervieweras une Ketouya la chamane, on ne sait pas. Ouais, avec plaisir. Oui. Euh, Oui. Ça, c'est vrai que c'est l'utilité de ces outils modernes.
C'est pas toujours parce que quand elle est vraiment au bord du lac, c'est pas possible de la joindre, mais par moment, par magie, elle nous appelle, alors on trouve ça formidable. Ouais, Parce incroyable. qu'il y a tout un petit groupe quand même autour d'elle, notamment bon, mon amie Anne qui m'a accompagnée depuis le début, mon amie Laetitia Merli, anthropologue, elle qui la connaît depuis les années 2000. Et on a plaisir parfois à se retrouver là-bas, comme une petite famille. Hmm, ouais. Et tu parlais aussi, tu parles à un moment de conversion, c'est-à-dire que les esprits peuvent se convertir, peuvent passer vers la lumière. Oui, Donc parce que certains morts sont attachés à certaines personnes et ces personnes-là ont du mal dans leur vie à avancer et il y a quelque chose qui, je veux dire, c'est de l'ordre de la conversion, c'est de l'ordre d'un passage vers la lumière, de mort, de savoir qu'ils sont morts et tu les amènes vers la lumière ou qu'est-ce qui se passe, ou de couper les bah, liens comme ça. c'est-à-dire tu sais, il y a des formes d'attachement affectif, par exemple. Et en Mongolie, par exemple, dans le tipi, on voit des gens qui sont chargés de spatos, de choses qui les encombrent, parce que le défunt, quelque part, il n'a pas accepté de quitter celui qu'il aime, tout simplement. Et le rôle du chaman, c'est de le libérer. Hmm. Et là, on a eu vraiment des grandes satisfactions quand on a vu des gens renaître et des esprits accepter justement de quitter le plan terrestre et de libérer celui qu'il aimait, mais pour justement, s'il l'aime, pour vraiment le libérer et libérer l'esprit. Et ça, c'est toujours, c'est très très fréquent en Mongolie. Dans les soins qu'on nous demande, c'est quelque chose qui est très fréquent. De voir un esprit qui a besoin d'être libéré et qui s'est attaché à une personne. Comme quoi, enfin, autour de nous, il y a des esprits errants qui ne... Enfin, je veux dire, quand on parle de châteaux hantés, Oui, bien sûr. de lieux qui sont chargés comme ça, où on se sent mal à l'aise, presque, Ça peut exister. pas espionné, mais qu'on sent qu'on nous regarde. Ah, il y a des endroits comme ça où on a cette sensibilité, de plus en plus d'entre nous d'ailleurs ont cette sensibilité des lieux, des endroits, il y a quelque chose de lourd. Donc il y a beaucoup d'âmes qui errent. Il y en a. Beaucoup, on va pas faire peur, mais il y en a. Et c'est vrai que le chaman a le pouvoir de les identifier. En tous les cas, avec Enketuya, c'est quelque chose qu'on fait très souvent. Mais ce bonheur, cette satisfaction de voir quand les gens sont libérés, ça, Lilou, vraiment, c'est quelque chose à pleurer, quoi, parce que tu te dis, voilà, ça y est, c'est-à-dire que l'âme a, toc, comme si on coupait un fil. Moi, j'ai vraiment eu cette vision, tu vois, du fil, le chaman qui coupe le fil et l'âme se libère. Et puis l'autre, dans sa dimension humaine, qui doit continuer son chemin, eh bien, il va continuer en toute sérénité son chemin. Et ça c'est vraiment un beau cadeau quand ça se Hmm. produit. On sent, il y avait, au début de mon Juicy Living Tour en 2011, j'avais rencontré une grand-mère comme ça, enfin, qui avait été nommée grand-mère amérindienne, chamane, et qui avait dit qu'on était des âmes très très courageuses de s'incarner sur Terre en ce moment, parce que on faisait partie de ceux qui allaient vraiment faire le travail de libération, etc. Tu le vois que ça s'accélère là et que... Ah oui, complètement, complètement, complètement. Surtout, pour moi, le moteur, c'est vraiment la joie. Face à cette sinistrose, il faut vraiment essayer de trouver son centre et rester dans la joie. Sinon, tu peux très vite, au niveau vibratoire, chuter. Et moi, je suis très, très vigilante par rapport à tout ce qui peut rentrer, ne serait-ce que les informations qu'on nous matraque, des présences voilà, parce que la contagion, on parle du Covid, mais la contagion psychique, c'est la peur, c'est la plus répandue. Et j'aime être rebelle, comme tu l'as écrit il n'y a pas longtemps. Ça me semble important d'être soi, de rester soi. Ouais. Finalement, l'invisible est un. On trouve un équilibre en tant qu'humain quand on- l'invisible rentre dans la matière, rentre dans notre vie, qu'on la sollicite, qu'elle fait partie d'un tout. On Oui, sent il que y a plus de l'être humain séparation, est plus complet finalement. c'est ça. C'est-à-dire, tu n'as plus l'impression de te dire, bah, il y a le visible et il y a l'invisible. Au bout d'un moment, tu vois que l'invisible, il est là. Le sentiment de séparation, il est vraiment mental. Quand tu as tes petites antennes qui commencent à être ouvertes, tes perceptions, tu vois que tout ça, c'est la même chose, quoi.
Voilà. Et vraiment, l'idée de séparation, elle disparaît, quoi. Et t'es beaucoup plus à l'écoute. Donc finalement, c'est ça le nouveau monde. Il n'y a plus de bien, mal, de visible, d'invisible. On baigne dans la source à tout moment, quoi. Voilà. Et le retour à la source, et là, il y a tous ces intermédiaires qui sont là justement pour, face à cette amplification de conscience, faire en sorte que la Terre aussi, elle participe, quoi. Et il faut aller, tu sais, c'est comme s'il y a les derniers de la classe, quoi. Donc, c'est à votre tour, allez-y les humains, quoi. Et là, c'est important, là, cette amplification de conscience au niveau universel, je dirais. Et ceux qui Et veulent pas? pour moi, au niveau planétaire, c'est-à-dire que la source, elle rayonne, et il faut que ça arrive vraiment jusqu'à nous pour que vraiment maintenant, les humains savent d'où ils viennent et pourquoi ils sont là. Ça, c'est le plus important. Ce sentiment de séparation, dans les années, dans les siècles à venir, pour moi, il va vraiment disparaître. Ça sera acquis. Mais là, on est dans le passage. C'est ça. C'est un peu dur. Ouais, c'est comme un accouchement, là, hein. C'est comme un accouchement. Mais après, on oubliera tout ça, parce qu'on sera dans la joie, justement, de cette reliance. Ouais. Et ça va prendre pour moi encore quelques années, si ce n'est quelques décennies. Mais je pense, alors là, bon, là c'est tout à fait autre chose, qu'à un moment, il y aura une participation d'ailleurs. On admettra que aussi, on n'est pas tout seul. Hmm. Tu as des visions comme ça, des fois, du futur? Oui, je pense que déjà, on arrivera à des corps de plus en plus androgynes. J'ai eu cette vision. Et beaucoup moins opaques, si tu veux. Beaucoup moins dans une matière compacte, beaucoup plus grand. Toi, tu as de la chance, tu es déjà grande. Moi, je suis un peu petite. Et puis, si tu veux, cette facilité de rayonnement, elle sera acquise. On verra comment ça rayonne, quoi. Ouais. Ça, tu vois, il y aura une évidence, si tu veux. La matière se prêtera à ce rayonnement. Donc, il y aura vraiment cette reliance avec la source. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Donc, notre manière de manger aussi, alors, change. Complètement. On n'aura plus les mêmes besoins, évidemment. Quand tu vois, j'avais vu ce film formidable qui s'appelle Lumière, tu sais, où certaines personnes se nourrissaient de lumière. Je pense qu'à un moment, ça sera une évidence. Ça l'est pas encore. Mais on n'aura plus ces besoins alimentaires, animaux. Tout ça va changer, puisqu'on n'aura plus les mêmes besoins. Tu peux nous parler, avant qu'on parle de ton oracle, parce que j'ai hâte d'en entendre parler aussi et de ton prochain livre, mais ce que tu portes là? Oui, alors ça, c'est un toli, ce qu'on appelle. Donc, c'est un miroir chamanique. Et pour moi, c'est une protection, mais c'est aussi un point d'entrée avec l'invisible. Comme si, quelque part, si je me concentre, je vais au centre de mon toli et tac, je trouve une ouverture. Alors, celui-là, il m'a été donné par un Ketouya, en effet. Oui. Le toli pour les chamans. Super. Et donc ton oracle qui vient en novembre, c'est ça, novembre, avec le journal de l'invisible. Alors je suis très fière parce que c'est le premier oracle créé par Mama Édition. Oui. Surprenant, excellent. Et pour moi, c'est un peu un prolongement pratique de Ciel blanc, ciel noir. Alors pour moi, il aura différentes fonctions. C'est-à-dire que si les gens ont une question pratique, je l'ai voulu vraiment pratique, ils pourront vraiment interroger l'oracle de façon immédiate. Parce que ce que je trouve, c'est qu'il y a beaucoup d'oracles, il y a beaucoup de choix, mais parfois c'est un peu complexe. C'est-à-dire on achète un bel objet et on se prend un peu la tête. C'est-à-dire on se dit, alors comment je vais tirer l'oracle? Donc moi je l'ai voulu très très pratique. C'est un tirage en croix, tu verras, et qui va donner une réponse quasi immédiate. Mais il y a une autre utilisation, parce qu'il y a des cartes esprit, donc des cartes on God, ou par exemple, tu pourras choisir une journée de vivre avec un esprit. Excellent. Et il t'accompagnera. Et il te soutiendra. Et à ce moment-là, si tu veux, les cartes, ce sont plus que des illustrations, ce sont pour moi des émanations. Ouais, donc là, on dépasse l'oracle qu'on connaît pour l'instant. Ouais. Voilà. Et j'aimerais que les gens vivent vraiment avec l'oracle. C'est-à-dire que ça soit vraiment un ami, que ça soit pas seulement quelque chose qu'on utilise à l'occasion ou qui soit un bel objet. C'est de l'art même, hein.
Voilà, qui est vraiment une interaction. Alors, j'ai la chance d'avoir une illustratrice formidable, qui est une peintresse chinoise qui s'appelle Yu Zhao Mmh. et qui fait vraiment des illustrations très, très habitées. Mmh. Tu verras le loup, tu verras l'ours. Alors, il paraît, donc, il sera donc dans toutes les librairies, les magasins le 10 novembre et en 2021. 2021. Et puis, le 17 novembre, donc, j'ai canalisé un ouvrage lors de mes voyages qui s'appelle Journal de l'invisible, avec en sous-titre Exercice à l'usage de l'âme. Et voilà, c'est un dialogue vraiment avec les esprits. Ah. Excellent, intriguant. Intriguant. Et l'intention, c'était quoi de... Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent nous dire, mais là, tu souhaitais avoir... Ah bah si tu veux, c'est eux qui m'ont dit tu dois faire cet ouvrage. Ouais. Donc à partir de là, bah ça, j'ai commencé à canaliser et puis après donc ça s'est mis en forme et je savais qu'il était là. Et ce qui est merveilleux chez Mama Édition, c'est que il y a toujours cette relation d'accueil. Tigrane et Mishka sont formidables pour ça. C'est-à-dire que à chaque nouvel accouchement, c'est une fête. Donc voilà quoi. J'ai beaucoup de chance, je crois, d'être là. Ouais, t'as trouvé ta famille. Oui, vraiment. Trouvé un bel éditeur, en effet. Ouais. Merveilleux. Ben écoute, un plaisir d'avoir pu faire cette interview aujourd'hui avec toi et je suis Et sûre que... ben, moi aussi, vraiment touchée d'être là avec toi, parce que comme je te disais tout à l'heure, je te suis déjà depuis plusieurs années. J'ai fait plusieurs défis des 100 jours, défis arc-en-ciel. Donc, toi aussi, tu fais partie de ma famille. Ah, excellent. La famille de co-créateurs. Voilà, Et tout nous à sommes fait. nombreux. Merci beaucoup Brigitte et au plaisir de se rencontrer en personne, d'expérimenter tes J'espère. soins. Oh là là. Merci. Merci beaucoup. Et À bientôt. merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, l'envoyer. Elle doit se, ah ouais, elle doit se répandre, celle-ci. C'est du contenu qui est croustillant, bon et qui fait du bien. Et bien sûr, j'encourage la lecture de ciel blanc, ciel noir, parce que là, on est dans quelque chose de très, très puissant, profond et qui nous apprend énormément. Et on plonge dans ton expérience avec toi. Donc, merci, merci. Merci pour Merci à cette toi, Lilou. initiation. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.